Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Nous surfons sur la voie des incompris ce soir avec nos invités venus nous présenter un documentaire sur le Vlaams Belang qui sera en diffusion demain dimanche 5 décembre sur la 1 à 10h30. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Aubry Toriel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de la Flandre, entre autres pour Le Vif, pour Dardar, pour la RTBF, mais aussi Nicolas Francom. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, vous êtes journaliste, réalisateur à BX1, vous fûtes, et aujourd'hui pour le Centre d'Action Laïque. Vous nous offrez tous les deux donc un documentaire sur les électeurs du Vlaams Belang. Qui sont-ils? Vous êtes allés à leur rencontre. Alors Aubry, vous êtes traducteur de formation et voici quelques années, vous avez infiltré pendant 3 ans les réunions internes de la NVA afin d'écrire quelques articles pour Le Vif et l'Express. Sous un pseudonyme, Dominique Dewal, c'est bien cela. Après quelques clics et 5 € de cotisation, boum, vous glissez dans la peau d'un militant NVA pendant 3 ans et vous assistez à une dizaine de réunions internes en région anversoise. Vous n'avez pas eu de représailles. Non. Vous vivez toujours à Anvers. Non, maintenant là j'ai déménagé pour des raisons de cœur à Bruxelles. Voilà, à Bruxelles. Mais vous aimez toujours cette bonne vieille ville d'Anvers, Évidemment. que vous connaissez fort bien, vous êtes parfait bilingue, et vous remettez le couvert. Mais à découvert, cette fois-ci, et en compagnie du réalisateur donc Nicolas Francom, pour ce nouveau documentaire sur la voie des incompris. Pourquoi et comment est née l'idée, Aubry, Nicolas, de ce documentaire ? Eh ben donc c'est moi en tant que réalisateur pour le Centre d'Action Laïque qui ai proposé le sujet au sein de l'institution. Donc voilà, c'était une volonté qui émanait aussi de l'institution, du Centre d'Action Laïque, d'avoir un documentaire qui parle du Belang. Et j'avais entendu parler du travail d'Aubry en radio pour Dring Dring, l'émission Dring Dring. Donc c'est une série de podcasts dont un des sujets parlait du Belang. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être une manière originale de faire une version télé de ce sujet-là, d'Aubry, donc de le mettre en scène et de le mettre en selle, entre guillemets, donc de faire cette version télévisée de ce sujet qui traite des électeurs du Belang. Donc de découvrir Aubry à travers la Flandre. On le à la suit rencontre. sur son vélo, à bicyclette, vous traversez la Flandre et vous allez à la rencontre de kidam, de personnes comme vous et moi, mais qui votent Vlaams Belang. Comment avez-vous choisi tous les deux les intervenants ? Alors pour la plupart en fait j'avais déjà des contacts avec des personnes du Vlaams Belang à la suite de mon podcast pour Dardar qui s'appelle Dring Dring, et c'est un peu le même concept, c'était effectivement se balader en Flandre, dans les 5 provinces flamandes et rencontrer des gens, et pas forcément seulement des électeurs du Vlaams Belang à ce moment-là, mais ici on s'est focalisé là-dessus. Et donc j'avais déjà des contacts avec certains d'entre eux que j'ai recontactés. Normalement, j'avais deux personnes qui étaient d'accord de collaborer. Et puis, au final, il y en a une qui n'a pas suivi. Et donc, voilà, déjà, là, on avait une personne de contact. J'ai continué un peu mes recherches, mais j'ai demandé à mes amis, à certains contacts pour voir si eux connaissaient des personnes qui étaient prêtes à témoigner. Parce qu'en fait, c'est pas tellement difficile de contacter, de discuter avec des personnes qui votent Vlaams Belang. Le plus difficile, c'est de les amener devant une caméra. Et donc ça, on s'est rendu compte vraiment que c'était vraiment une assez grosse difficulté. Et donc là, j'ai continué en fait mes recherches, et puis je me suis rendu compte que il y avait quasi personne qui acceptait. Et donc je me suis dit, en accord avec Nicolas évidemment, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ? On va contacter Tom van Grieken, qui est le président du Vlaams Belang, avec qui j'avais déjà des contacts. Carrément, allons à la source, allons-y direct. Directement, effectivement. Pourquoi s'embêter ? Non, donc, parce que j'écris souvent sur le Vlaams Belang, sur le mouvement nationaliste flamand, et ça m'arrive souvent du coup d'avoir des contacts avec le président. Et voilà, lui, il m'a envoyé une liste d'une dizaine de personnes qui normalement ne devaient pas avoir de mandat politique. Et donc là, on a un peu parcouru la liste et finalement, on est tombé sur Jolien qui en fait habite Sint-Niklaas et qui est en fait la compagne d'un caméraman. Et ce caméraman, il collabore aussi avec le Vlaams Belang. Et donc on a, pour la petite anecdote, je sais pas si on va dans les coulisses, mais donc allez-y, on est là pour ça. On s'est rendu sur place et on avait oublié un accessoire, et vu que la personne était caméraman, elle n'a pu nous aider. Parfait, bien tombé. Et donc au début, on se demandait pourquoi il nous avait un peu mis en contact avec Jolien. Et puis, au fur et à mesure un peu de mes recherches, et après l'interview, je vais sur le site du Vlaams Belang et je vois le magazine. Chaque mois, le Vlaams Belang publie un magazine. Et là,
je vois, même si c'était une femme blonde, masquée, et je regarde de plus près, et là je vois, ah mais on dirait Yoline, et puis je demande à Nicolas, mais oui, c'est elle. Et donc je la recontacte et je lui demandais comment ça se fait que vous étiez en couverture. Ah, bah elle m'a dit c'était le fruit du hasard. Ok. Et puis quelques semaines après, pour un reportage pour RTBF, je vais au Parlement fédéral et là je recroise Tom Van Griek qui était accompagné du même caméraman. Et donc là, on se rend compte que, ben oui, évidemment, et ça on le savait, en tant que journaliste, je ne suis pas dupe effectivement, qu'on va nous proposer des personnes qui collent bien à l'image du parti et qui parlent bien, etc. Donc voilà, et là, c'était un peu une confirmation de ce profil. Maintenant, on le savait et on a en tout sélectionné 3 personnes et donc il y en a une qui vient de cette liste de personnes. D'accord. Et finalement, la dernière, normalement, j'avais trouvé une personne à Houthulst qui devait, on est même allé sur place et finalement on s'est pris un beau vent. Mais désespéré, je me dis bon, bah, je vais sur les réseaux sociaux et je vais publier des messages dans les groupes qui aiment le Vlaams Belang ou qui partagent les idées. Et là, après d'une vingtaine de contacts, des interviews via Skype, via Facebook, il y a finalement Sigrid qui accepte de se faire interviewer. Même si la veille, elle avait encore voulu annuler, mais à force de persuasion, elle a quand même accepté. Nous n'avons plus la contacter. Je vais peut-être revenir sur la petite anecdote, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu à Oost-Ulst avec toute l'équipe. On était prêts à tourner, et puis Aubry se rend au rendez-vous, il n'y a personne qui répond, téléphone coupé, etc. Donc on ne comprend pas, alors qu'on avait rendez-vous le matin. C'est quand même presque 2 heures de route, 1 heure et demie. Donc on était avec l'équipe technique et tout, et donc on ne comprend pas. Et puis Aubry va discuter avec des gens à gauche, à droite, et on comprend en fait que ce profil gêne un peu cette personne. Voilà, elle était un peu controversée, etc. Et en fait, il n'était pas là, plus personne n'avait de nouvelles de lui. C'est parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il aurait passé peut-être la nuit en prison ou qu'il serait dans une maison d'arrêt, etc. Et donc, du coup, c'était assez particulier pour nous parce qu'on n'avait vraiment aucune nouvelle. Et la personne ne nous a jamais prévenu que ce rendez-vous serait annulé, etc. Alors qu'on était vraiment prêt à tourner. Donc, finalement, on en a profité pour faire des rushs, des séquences d'Aubry à vélo sous la pluie dans la campagne flamande pour avoir un maximum d'images d'illustration. Et je pense qu'on a récupéré très peu d'images de cette journée de tournage. Donc, c'est un peu une journée chaotique. Ce que vous voulez dire, vous, tous les deux, c'est qu'effectivement, le Vlaams Belang, on le sait, depuis quelques années, communique extrêmement bien sur l'image qu'ils veulent donner, que ce soit dans les réseaux sociaux, en télévision, sur leur propre télévision aujourd'hui. Votre documentaire, d'ailleurs, le point de départ, c'est une manifestation en septembre 2020 sur le parking du Heysel qui rassemble des milliers de partisans pour protester contre le gouvernement de Croo qui prêtera serment quelques jours plus tard. Les images sont superbes. Vous les avez récupérées du Vlaams Belang, vous avez eu l'autorisation. On sent que l'image est léchée, qu'il y a une mise en scène parfaite et extraordinaire. Est-ce que votre souci à vous, c'était de ne pas trop tomber dans cette mécanique Vlaams Belang et vous forcer à rendre quelque chose de joli, en même temps d'en témoigner tout de même et d'avoir un peu les deux, des profils donc, qui vous sont offerts par le Vlaams Belang directement, comme Yoline, et puis en trouver d'autres qui sont un peu plus clash. C'est les deux que vous vouliez montrer ? Oui, je pense que l'idée derrière, c'est que malheureusement, on a dû sélectionner que 3 personnes et donc c'est assez difficile d'être représentatif de l'ensemble des électeurs du Vlaams Belang, c'est impossible. Mais justement, on les a sélectionnés en fonction de leur profil. Yoline, qui est assez jeune, Raph, qui est le patron d'un café, qui est plus de la vieille garde du Vlaams Belang, puis Sigrid, qui est un peu entre les deux, et ancienne militaire aussi. Donc on a essayé un peu d'avoir différents profils et aussi différentes raisons pour lesquelles ils ont voté pour le Vlaams Belang. Et ce qui était un peu aussi l'idée de ce documentaire, c'est de partir à leur rencontre et de rester un peu à leur côté, parce que souvent c'est qu'on a des petits fragments, des quotes fortes de peut-être des lecteurs ou d'hommes politiques, mais on ne sait pas vraiment comment ils vivent, comment ça se passe dans leur quotidien. Quelles sont leurs peurs, leurs craintes et pourquoi ils ont choisi de voter Vlaams Belang finalement. Finalement ici le but c'était pas de ridiculiser non plus ces gens, c'était de faire un travail avec eux, de montrer qu'on s'intéresse à eux, c'est de pas dénoncer leur choix non plus, c'est de comprendre. Et donc c'est pour ça qu'on
on partait vraiment à leur rencontre, qu'on passait du temps avec eux, qu'on essayait de les rassurer. Et puis ici, on ne fait pas de la communication politique. Donc, je veux dire, on n'a pas à avoir un outil super bien lissé où on doit faire vraiment attention. Voilà, ils apparaissent à l'image tels qu'ils sont, naturels, etc. Et c'est des gens totalement, tout à fait normaux, si ce n'est voilà, qu'eux ont fait le choix de voter pour le Belaing. Et aussi, leurs propos étaient mis en perspective avec trois experts. Donc, il y a 3 experts qui interviennent dans le documentaire. Donc, chaque propos qui était un peu peut-être dur à entendre pour nous était mis en perspective par l'expert et qui était analysé par l'expert. Donc, chaque intervenant avait son expert, entre guillemets, qu'on avait aussi pris soin de sélectionner. Ouais, je vous propose d'écouter un extrait justement de Yoline. Elle habite à Sint-Niklaas, comme vous l'avez dit, entre Gand et Anvers. Vous lui avez demandé son sentiment sur le grand emplacement, notamment, un terme déjà utilisé, vous le dites dans le documentaire, Aubry, sous le régime nazi, un fer de lance d'une haine de l'autre, par tous les populistes et extrémistes de droite partout en Europe. On l'écoute. Je n'ai en soi pas de problème avec une personne d'une autre culture. J'ai même des amis d'origines étrangères et cela ne me pose pas du tout problème. Ils se comportent comme de parfaits Flamands, ils travaillent, ils ont le même humour, ils ont les mêmes normes, les mêmes valeurs. Ils peuvent venir ici tant qu'ils ont de bonnes intentions. Dans mon école primaire, il y avait déjà pas mal d'enfants d'origine étrangère. Et nous étions les meilleurs amis. Mais ma mère habite en face de l'école et la situation s'est maintenant inversée. Sur 20 élèves, 2 sont blancs, tous les autres sont d'origine étrangère. C'est une évolution bizarre. Nos enfants sont presque devenus les étrangers dans le groupe. Pourtant, nous sommes en Flandre. Prenons les jeunes élèves. Dans 20, 30 ans, il y aura plus d'étrangers que de Flamands. C'est une menace, entre guillemets, pour notre culture. C'est dommage que ça se perde de cette façon. Voilà, retour en plateau avec Aubry Toriel et Nicolas Francom. Cette instrumentalisation de la religion pour ce grand remplacement, il vous a étonné? Vous avez été un peu, je dirais pas choqué, mais en tout cas abasourdi de tant de ferveur de cette crainte du grand remplacement de la part de Yoline? Oui et non, parce que justement c'est déjà un terme qui est très utilisé dans la communication du parti, donc on s'attend aussi à ce que les électeurs le réutilisent à leur tour, et en fait ça part du principe assez simple que c'est le changement. En fait, si on veut résumer, c'est... nous sommes habitués, nous avons nos traditions et elles sont mises à mal par des personnes qui viennent de l'étranger, qui ont une autre culture, en l'occurrence ici l'islam. Donc là, on va utiliser la religion pour en fait pointer l'autre et faire un peu diviser la société par rapport à ça, mais ça pourrait être aussi utilisé avec d'autres arguments que la religion. Pourtant, elle dit quand même, Nicolas, que elle avait plein d'amis étrangers à l'école, en primaire, en humanité, que ça, c'était pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y a plus que deux petits blancs, bons flamands dans l'école en face de chez sa maman, quand les autres sont d'origine allochtone. Voilà. C'est vrai que c'est des propos assez durs à entendre. Nous, en tout cas moi en tant que réalisateur, je ne peux pas directement intervenir, mais c'est des propos assez durs à entendre. C'est son choix, elle a le droit de le dire, mais j'ai l'impression qu'on flirte avec des idées peut-être racistes à partir de ce moment-là. Et pour revenir sur le terme du grand remplacement, moi j'ai l'impression que c'est aussi un terme qui est fort à la mode, qui est fort utilisé, qui est repris aussi essentiellement en France, etc. Et je pense que les gens font l'amalgame avec l'immigration, le problème de l'immigration, et pensent que les gens veulent prendre notre place et donc on va être remplacé et qu'on commence à donner des postes de plus en plus importants à des personnes issues d'une autre culture, d'une autre religion, alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'est un terme qui est un peu utilisé, un peu fourre-tout
pour tout, pour dire regardez, c'est pour générer finalement de la peur. Et d'ailleurs, c'est les partis racistes et xénophobes qui utilisent le plus ce terme, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou que ce soit ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est pour vraiment susciter la peur et attirer des électeurs pour faire la réussite du parti. Des électeurs qui ne comprennent pas toujours le terme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes allé demander, comme vous le disiez, par thématique, l'avis d'un professeur, le Thierry Cocoit, professeur de sociologie. On l'écoute. Le multiculturalisme est une menace pour beaucoup d'électeurs du Vlaams Belang. Et à terme, en fait, ils ont peur qu'il y a ce qu'on appelle le grand remplacement, omvolking, ce qu'on dit en néerlandais. Tom van Griek utilise même ce terme. D'un point de vue historique, ce terme n'est pas correct. Finalement, quand les immigrés arrivent dans fin des années 50, 60, 70, ils ne remplacent pas la population de souche, non, ils prennent seulement des places vides. Au lieu de voir dans ce phénomène une transformation urbaine et un changement de population, on y voit l'étranger comme bouc émissaire qui a causé, lui, de manière personnelle, une détérioration du tissu urbain. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une certaine évolution au fil des années de la relation en fait, du Vlaams Belang ou des électeurs du Vlaams Belang par rapport à la religion. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ça? Pourquoi ils invoquent de plus en plus, en effet, la religion? C'est pour, en fait, en quelque part, marquer la différence entre eux et nous. Et là, on instrumentalise la religion pour marquer cette différence et en faire quelque chose de plus dur, d'essentiel. Voilà. Donc le professeur Coquet l'exprime assez, comme vous le disiez, hein, c'est ce grand remplacement. Les électeurs du Vlaams Belang pensent le comprendre et en fait non, ils se trompent. Vous n'aviez pas envie, vous, de dire à ceux que vous aviez rencontrés, comment dire, vous vous trompez. Écoutez, voilà, présenter le documentaire après pour peut-être leur faire comprendre leur erreur. Justement, non. Moi personnellement, c'est ça que j'aime en effectuant mon métier de journaliste, c'est vraiment de partir à la rencontre de toutes les personnes et en particulier les personnes qui ne partagent pas mon avis, parce que je trouve ça vraiment intéressant et très enrichissant de savoir pourquoi en fait des personnes pensent autrement, et donc ça remet un peu en question notre société, la manière dont ils évoluent, les médias traditionnels. Est-ce qu'en fait on accorde peut-être pas assez d'attention à ce qu'ils disent, parce que, ou même les politiques traditionnelles, parce qu'on se rend compte vraiment chez ces électeurs un sentiment qui est très profond, c'est on n'est pas entendu. Donc vraiment, on est incompris. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on le met de côté et en fait, on nous regarde un peu de haut. Donc l'élite bien pensante regarde les gens de haut et donc ils ne comprennent pas. Et donc ce sentiment-là est vraiment assez fort et malheureusement, c'est assez difficile de se mettre à leur place parce que on n'est pas habitué. Enfin, moi personnellement, c'est pas le genre de propos que je partage, mais il faut aussi se mettre à leur place parfois. Et vous pouvez comprendre ce désenchantement de ces électeurs-là envers la classe politique de manière générale? Oui, on peut le comprendre et je pense que ces personnes ont besoin d'être compris aussi. Parce que, de nouveau ici, le cordon sanitaire, par exemple, il a lieu au niveau politique, mais il n'a pas lieu au niveau des électeurs. Donc, du coup, ils se sentent incompris. Donc, voilà, nous, du côté francophone, en tout cas, on met une barrière au niveau politique pour les partis extrémistes. En Flandre aussi, hein, donc au niveau politique, c'est pareil aussi. Elle n'a pas lieu au niveau des électeurs même. Donc, on a le droit d'écouter ce qu'ils ont à dire, ils ont le droit de s'exprimer, même si on n'est pas d'accord. Et je pense que l'objectif de ce documentaire, c'est pas de les juger, mais c'est de comprendre pourquoi ils votent le Vlaams Belang. Et l'idée maintenant, c'est de susciter le débat, d'ouvrir le débat en disant mais qu'est-ce qui se passe en Flandre, qu'est-ce qui se passe aussi du côté francophone, vers où va-t-on, pourquoi ce parti rencontre un tel succès et vers quoi on va aller en 2024 finalement avec le potentiel succès de ce parti. Donc, Vous avez quand même un intervenant qui n'est pas piqué des verres, hein, il y a Raph, patron du café nationaliste, fils et petit-fils de combattants aux côtés des troupes allemandes. Il est pour l'amnistie des collaborateurs. C'est vraiment le noyau dur de l'extrême droite flamande. Son discours est extrême, ça on peut le dire. Que dire face à Raph quand on est là dans son café? Bon, écoutez, c'est clair, mais est-ce que vous pensez que lui, il y a manière à le rassurer d'une manière ou d'une autre dans l'avenir, ou ça craint?
Rassurer totalement, c'est assez difficile, je pense. Maintenant, ce qui était intéressant justement avec Raph, c'est qu'il est vraiment la représentation d'une certaine époque. Donc c'est vraiment, je pense, les primo-électeurs, entre guillemets, du Vlaams Belang ou du Vlaams Blok à l'époque, qui revendiquaient, parce qu'en fait, on se rend pas souvent compte, mais le Vlaams Belang n'a pas eu l'immigration comme thème principal dès le début. Au début du parti, c'était l'amnistie pour les collaborateurs et aussi, surtout, l'indépendance de la Flandre. Donc le ressentiment contre les francophones et cette élite francophone qui va nous dominer. Et ce n'est que quelques dizaines d'années plus tard que finalement la migration est arrivée. Et donc là, Raph, il représente en fait ce côté un peu le lien avec la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et je pense maintenant que, voilà, c'est intéressant de la voir, mais ça ne représente plus du tout la grande majorité des électeurs du Vlaams Belang. On a vraiment des jeunes qui arrivent et qui ont d'autres manières de voir la société. Mais Nicolas en parlait, cordon sanitaire, là, en l'occurrence, ce qui est un peu choquant dans son café, c'est qu'il y a des signes visibles du nazisme qui seraient probablement... je ne sais pas si c'est interdit ou pas interdit en Flandre, vous le spécialiste, Aubry, mais ici à Bruxelles, Wallonie, c'est impossible de voir un café qui expose de manière si criante les signes de la Seconde Guerre mondiale nazie. Ben moi, il m'a confronté à une certaine réalité. Donc de nouveau, moi je suis là en tant que réalisateur, donc je n'étais pas directement en interaction avec lui. Si ce n'est qu'après le tournage, j'étais extrêmement mal à l'aise d'être dans ce café. Je ne voulais pas forcément rester sur les lieux, mais il m'a confronté à une certaine réalité, de se dire, en fait, il y a encore des électeurs du Vlaams Belang qui font partie d'une frange pure et dure, assez radicale, et qui s'en cachent pas. Donc ici, Raph, il n'avait aucune honte de montrer tous ces signes assez ostensibles, qui sont quand même assez choquants. Nous, on n'a pas l'habitude... que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, de voir ce genre de symboles extrémistes. Mais il nous confronte à une certaine réalité. Et de nouveau, moi, je n'avais pas à interagir avec lui, même si en off, on peut discuter avec lui, mais je ne me sentais pas à l'aise de discuter avec lui. Parce que notre ingénieur du son, Jacques, qui est à la technique, là, derrière, et qui réalise cette émission et grâce à qui on peut vous parler, m'avait dit la même chose. C'est-à-dire que boire une petite bière après avec Raph dans son café, c'est quand même particulier d'échanger. En fait, on a bu une bière entre nous parce qu'on s'est dit, voilà, on travaille, il faisait chaud. Et moi, j'avais dit non. Ça a créé une légère petite incompréhension, voire tension. J'ai dit, écoutez, moi, les gars, je préfère qu'on continue. On a le tournage à faire, etc. Et en fait, on va aller boire une bière ailleurs, peut-être. Voilà, et je crois que l'équipe n'avait pas compris. Et donc, on était dehors. Et donc là, j'ai exprimé mon malaise, en fait. J'étais vraiment mal à l'aise de rester dans ce café, de consommer dans le bar de ce patron de café qui a sorti quand même des propos assez durs. Mais maintenant, de nouveau, ces propos, je crois qu'ils doivent être dits pour les mettre en contexte. Il faut peut-être les relativiser. Et donc ça, je pense que le travail des experts est super important pour dire mais pourquoi des personnes comme ça, on arrive encore à s'exprimer, pourquoi il y a encore une partie des électeurs du Belang qui est aussi radicale. Et d'ailleurs, par exemple, voilà, ici, il était assez critique par rapport au parti lui-même, au Vlaams Belang, et donc il trouvait peut-être un peu trop doux actuellement. C'est peut-être qu'Aubry Oui. Trop léché, trop joli. C'est vrai mais ce qu'il y a, c'est que aussi, souvent, en fait, il ne voulait pas forcément faire de la politique au départ. C'est juste qu'on était le trouvé et que c'était une personne importante de la communauté de Duffel, par exemple, et que voilà, donc il s'est dit, moi je veux bien entrer en politique s'il y a des gens avec qui je m'entends bien. Et donc lui, il veut pas faire de la politique pour faire de la politique en soi. Et c'est ça que, aussi souvent, qui est assez intéressant, c'est qu'on voit par exemple Tom Van Griek, Philippe de Winter, ils ont fait partie de mouvements de jeunesse, le NSV ça s'appelle, qui en fait c'est un parti, justement est un groupe apolitique, et pendant longtemps ils disent non, nous sommes contre la politique, contre le système démocratique, peut-être pas démocratique, mais en tout cas de représentation parlementaire, et donc là, on voit vraiment qu'il y a un switch, parce qu'ils se rendent compte, à force de critiquer, il faut quand même, finalement, on a un parti qui peut quand même représenter la voix contestataire, et c'est le Vlaams Belang qui le représente. Mais moi, je voulais peut-être revenir sur l'anecdote du café, justement, d'aller boire un verre après ou pas. Donc effectivement, on n'avait pas le même avis au départ avec Nicolas, mais moi, je trouve que c'est assez important de garder contact, justement, avec ces personnes-là, et que ça me semble logique. Maintenir le dialogue.
dialogue. Maintenir le dialogue, et donc ça me semble logique. On va faire un tournage dans un café, donc on va boire un verre après. Ça aussi, c'est un truc que je voulais mettre en avant dans ce documentaire, c'est que on parle souvent, enfin du côté des médias francophones, et c'est ce que je regrette aussi souvent, c'est que on va généraliser. On va dire que les Flamands sont des racistes et des indépendantistes, parce que on se base sur le fait que, effectivement, lors des dernières élections en 2019, il y a 43% des Flamands qui ont voté soit NVA, soit Vlaams Belang. Mais si on va vraiment derrière ce vote, c'est pas parce que quelqu'un va voter Vlaams Belang, par exemple, qu'il veut d'office la fin de la Belgique, par exemple. Donc il y a tellement de raisons. Et donc, il y a des votes contestataires, en quelque sorte. Il y a beaucoup de votes contestataires, effectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas généraliser et prendre les résultats électoraux et dire que les Flamands sont comme ça parce que les résultats électoraux sont tels qu'ils sont. Parce que chacun, il y a un visage, il y a une personne derrière. Et ça, souvent, on a tendance un peu à déshumaniser, entre guillemets. Je suis pas là pour diaboliser effectivement les électeurs du Vlaams Belang, et je suis pas là du tout pour les défendre, mais ce que je veux dire, c'est que dans la rhétorique souvent de certains médias ou même d'une communauté francophone par exemple qui regarde la Flandre, on a souvent tendance à les diaboliser, alors que si on prenait un peu plus de temps à écouter leurs demandes ou leurs critiques, peut-être qu'on se rendrait compte que, en fait, il y a quand même des points qui sont intéressants à soulever, et que, le système politique n'est pas parfait et qu'il y a des choses à changer. Et des leçons à en tirer pour, de notre côté, éviter cela. Comment expliquez-vous, Aubry, qu'en Wallonie, à Bruxelles, l'extrême droite soit, et tant mieux, fasse beaucoup moins de résultats, entre guillemets? C'est parce qu'elle est moins organisée qu'en Flandre, ou sinon elle pourrait potentiellement attirer aussi? Ça pourrait être une des explications, effectivement. On a vu, il y a eu toujours plein de tentatives. Là, il y a une nouvelle qui s'appelle Chez nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et donc là par contre, c'est soutenu par Tom van Grieke et le représentant du Rassemblement national. Donc là, je pense que le parti part du fait qu'ils vont peut-être essayer d'avoir du soutien en externe pour après grandir. Et on voit que ce parti va sûrement se profiler sur les réseaux sociaux. Donc il va un peu s'inspirer de la manière dont Tom van Grieke et le Vlaams Belang fonctionnent. Maintenant, ça n'a jamais forcément très bien fonctionné. Parce que, entre autres aussi, les médias francophones sont beaucoup plus stricts par rapport, et là ils appliquent un cordon sanitaire. Par exemple, je travaille aussi à la RTB, et normalement on ne peut pas avoir d'interview en live de représentants du Vlaams Belang, alors qu'en Flandre ça se fait, par exemple. Et donc là on pourrait se dire aussi, est-ce que le cordon sanitaire fonctionne ou pas? Oui, parce que là on peut déjà même y répondre, en tout cas en Flandre. Il suffirait peut-être aussi d'une personne très charismatique en Wallonie à Bruxelles qui puisse rassembler autour de sa belle image, parce que Tom van Grieken, il est quand même il présente bien, on va dire. Il manque peut-être cette image-là, et tant mieux pour le moment, mais je pense qu'il y a déjà eu, si on prend le Parti populaire, il y a eu aussi un Front National par le passé en Belgique, il y a aussi la Nouvelle Initiative, donc je pense que des gens charismatiques du côté francophone, il y en a, mais comme le disait Aubry, je crois qu'il y a vraiment encore cette tendance du côté francophone à ne pas inviter des gens qui font partie de l'extrême droite francophone, en tout cas. Donc du coup, je crois que ce cordon sanitaire, il est encore maintenu. Et donc à chaque fois, on le voit, c'est à chaque fois la faillite de ces initiatives, de ces partis, le Parti populaire, Chez nous, l'ancien Front National. Chez nous, on verra. On verra Chez nous, effectivement. Oui. Mais pour un autre élément aussi assez important, je pense, c'est le PS en Wallonie, un peu aussi bizarre que ça puisse paraître. Le PS est très fortement ancré au niveau local, et donc elle investit beaucoup, parce que j'ai aussi analysé un peu les financements des partis, et on voit qu'ils investissent beaucoup dans leur structure, et donc ils ont beaucoup d'employés pour l'organisation, et donc c'est un peu peut-être cynique à dire, mais si par exemple le PS emploie beaucoup de personnes au niveau local, si ces personnes travaillent pour ce parti, ils ont tout intérêt à ce que ce parti soit réélu. Et donc dans ce sens-là, peut-être que c'est un peu de la protection grâce au fait qu'on est très présent au niveau local et qu'on assure en fait de l'emploi. Puis moi j'ai peut-être un peu généralisé, mais du côté de la Wallonie on a plus une tradition de gauche, et du côté de la Flandre plus de droite, et donc c'est peut-être pour ça qu'on peut aussi expliquer le succès du PTB du côté wallon, et pas le succès d'un parti d'extrême droite, mais plutôt d'extrême gauche du côté wallon, et du côté bien que tous les extrêmes soient quand même à surveiller de près. On arrive déjà à la fin de cette émission, Nicolas Aubry. Par contre, demain on vous invite à regarder ce documentaire qui est suivi d'un débat avec aussi des spécialistes pour éclairer ce phénomène. Merci Aubry et
Nicolas de nous avoir montré qui étaient ses voisins, qu'il ne faut pas ignorer et qu'il faut comprendre pour tâcher de ne pas appliquer la peste brune ici aussi chez nous en Wallonie. Merci. À tous les deux. Merci. On regarde le documentaire demain donc sur la une à 10h30. Merci à tous et à toutes d'avoir été là pour nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir.